Salut à tous, ici c'est Armano, podcasteur depuis plus de 10 ans, triathlète depuis 1996 et amateur de sport au sens noble du terme. Salut à tous, c'est Fergus, j'espère que vous allez bien et que vous allez profiter d'un super épisode avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Christophe Yamat. Vous écoutez Road to Utile. C'est le podcast qui vous plonge dans notre aventure vers les championnats du monde de swimrun en Suède. 60 km de trail, 9 km de nage en eau froide. Chaque épisode vous embarque dans notre préparation, nos doutes, nos victoires et nos rencontres jusqu'à cette course mythique. Alors, prêt à courir, nager et rêver avec nous ? C'est parti. On enfile le bonnet, on pose les lunettes, on ferme la combi, plaquette aux mains, pull boy dans les jambes et c'est parti. Allez, c'est parti pour le podcast Road to Utile. Vous aurez ici le format pour lequel on se destine à vous faire le plus d'épisodes, c'est-à-dire les comptes rendus de notre entraînement et le plan pour les semaines à venir. Alors, on commence d'abord avec une petite annonce, comme elle se doit, et puis après, j'enchaîne sur le podcast. Éclatez-vous bien et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux. Bon épisode. Bon, t'as vu, je t'ai trouvé un petit surnom, le Kioch. C'est le mélange de Kiki et coach, le Kioch. Oh putain. Non, ça t'amuse pas plus que ça? Oh, ça va, ça m'amuse. C'est parce que c'est vendredi, t'es fatigué, t'en as marre. Ah ouais, c'est vendredi que je suis mort. Ce matin, on a reçu un mail, Fergus et moi, pour nous dire on est content de vous annoncer qu'on vous délivre une wildcard pour 2025. Félicitations. Voilà. Bravo. C'est la première étape. Voilà. Bon, allez, super. Bon, je suis content, bravo. Voilà. Moi, je ne doutais pas. C'est super. Je ne doutais pas. Vraiment. Tu vois, nous, on commençait à douter. Ouais, moi aussi. Ça fait partie de l'image de marque de Lustrac, non? Ouais, moi, je sais pas. Il faudra que tu me parles de votre sœur parce que elle a quoi? Elle a la tête aussi comme ça avec les cheveux dans tous les sens ou c'est un peu plus... Non, elle est plus soignée. C'est la plus sage. C'est la plus sage des trois, des quatre. Bon, ouais, donc je le disais, Fergus est avec moi. Salut Fergus. Salut Armano, salut à tous les gars. Bon, Salut. alors aujourd'hui, sans leur marcher sur les plates-bandes, on va faire un petit peu de l'instant swimrun parce que au-delà de raconter notre histoire, notre préparation sur le défi Otilo en septembre 2025, on s'est dit qu'on allait aussi tendre le micro à certaines figures du swimrun. Et Fergus en a rencontré une la semaine dernière lors de ton swimrun à Jablin. Et je suis très content d'avoir avec nous autour de cette table virtuelle non seulement Arnaud de Lustrac, mais aussi Jérôme. Salut les gars. Salut. Salut à tous les deux, merci beaucoup pour l'accueil dans votre podcast. On est très content d'être là. Et c'est super. C'est une. On est ravis. T'étais content. Vas-y, je te laisse. Non, mais c'est toujours hyper sympa pendant les courses de rencontrer de nouvelles personnes, de reconnaître des visages connus. Et c'est vrai que vous deux, vous avez une petite. J'aime bien votre signature de fin de course en sautant le dos sur l'un de l'autre. C'est grâce à ça que je t'ai reconnu, Arnaud. Donc, très cool de vous avoir aujourd'hui sur l'épisode. Alors, pour le coup, c'était pas moi, c'était Jérôme qui a couru avec Maxime. Et donc Maxime qui a sauté sur le dos de Jérôme et Pierre qui a sauté sur le dos de Mélisande. En fait, c'est un peu la signature à la Kebab League où on finit nos courses comme ça. Et surtout en swimrun où c'est un sport en binôme, on a l'habitude un peu pour se remémorer. C'est souvent celui qui finit la course le mieux qui porte celui qui finit le moins bien. Donc c'est pas tout le temps le même qui porte. C'est un peu comme ça. C'est rigolo. Par exemple, Mélisande a porté Pierre à Jablin parce que Pierre il a fini complètement mort et donc voilà, c'est un petit clin d'œil de notre signature. Mais vous imaginez qu'entre Arnaud et moi, c'est souvent Arnaud qui porte à l'arrivée quand même. Excellent. Du coup, tu as introduit tout de suite la Kebab League. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, peut-être que vous pouvez revenir avec nous sur l'histoire de cette ligue et puis ce que vous avez l'intention d'en faire. Ouais, en fait, c'est un groupe de potes. On n'en fait pas. Nous, on en fait partie, on va dire, à la base. C'est un groupe de potes du lycée, finalement. À la base, on était tous un peu sportifs, on avait tous un peu nos sports, mais c'est pas né de ça, c'est né d'un espèce de, vous connaissez Mon Petit Gazon, les jeux un peu fantaisiques, yes, les ligues, et on en avait un pour le vélo. Ça s'appelait Vélo Games, ça s'appelle toujours Vélo Games. On en fait une petite pub parce que c'est vraiment sympa. Et en fait, on avait créé une ligue qui s'appelait la Kebab League, où le dernier, le perdant
du Tour de France, par exemple, devait payer le kebab au premier. On a appelé ça la Kebab League. C'est devenu une conversation Messenger à l'époque. Et c'est resté la conversation de lien entre nous tous. Et aussi le jeu, d'ailleurs, de vélo est resté un peu le lien entre nous tous quand on est tous partis faire nos études à droite à gauche. Et c'est dans cette conversation-là qu'on a continué à discuter, qu'on a repris le sport tous ensemble, d'abord par Arnaud et Pierre, l'autre Pierre que vous ne connaissez peut-être pas, en faisant un peu de 73. Et au fur et à mesure, tout le monde s'y est un peu remis. Il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Et maintenant, on est une armada. Non, je ne sais quand même pas, mais on est un bon groupe de potes. Et même quand malheureusement il y a des blessés, il y a toujours quelqu'un pour venir faire la course et s'amuser. Et c'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pas du tout un club. Parfois, les gens nous demandent c'est quand les entraînements à la Kebab League, comment on intègre, etc. Et en fait, c'est vraiment pas un club ou un collectif pour la perf. Nous, c'est vraiment le nom de notre conversion Messenger. On est vraiment un groupe de copains et tant qu'on rigole ensemble, tout le monde est les bienvenus, quoi. Et les gens nous demandent comment intégrer. Nous, on aime bien dire, c'est pas plutôt comment intégrer la Kebab League, on peut donner des conseils sur comment te monter toi ta Kebab League avec tes potes en te fixant des objectifs communs, des courses en équipe, etc. Et ça aide un peu à lancer un mouvement où cette émulation de groupe qui fait que tout le monde est motivé et pour aller faire les courses et pour s'entraîner ensemble et pour s'entraîner chacun de son côté quand on n'est pas tous ensemble. Et nous, c'est un peu comme ça que ça a recommencé. On habitait tous à droite à gauche. Mais le week-end de vacances ensemble ou la semaine de vacances ensemble, c'était une course qu'on avait choisie. Et donc, chacun s'entraîne, se partage les entraînements et on se déplace sur un week-end de course. Comme là, par exemple, ça aurait pu être le Verdon ce week-end, c'est un exemple. Et on vient 3 jours avant, on reste un jour ou 2 après. Et en fait, la course fait partie du week-end, mais c'est une partie. Et il y a aussi le vivre ensemble de tout le groupe qui est cool autour, quoi. Bon, est-ce que vous bouffez toujours des kebabs? Aïe, 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 aïe. La question qui fâche. Alors, dans l'ensemble, je dirais non, mais pas pour les raisons nutritionnelles. On est des athlètes, il faut bien manger. Non, on est assez loin de tout ça parce que si vous voyez le nombre de pizzas qu'on mange, on n'est pas vraiment là. Mais c'est plutôt qu'on est dans l'ensemble quand même de plus en plus végétarien où on ralentit de plus en plus la consommation de viande et de produits animaux. Par contre, on mange des keftas, enfin voilà, s'il y a du kebab végé, il n'y a pas de souci, on sera là. Voilà. Nickel. Ça parlait 73 tout à l'heure, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, peut-être dans les adeptes du swimrun, normalement on connaît aussi le triathlon, mais 73 c'est la distance semi-Ironman, half Ironman. Vous avez tous un petit peu touché au triathlon dans la Kebab League? Tous, non, mais quand même pas mal. Certains plus que d'autres. Je pense que c'est Arnaud qui en a fait le plus. Moi, j'en ai fait un tout petit peu. J'ai dû faire 6 mois de D3 à Montpellier sur des distances S. Et après, on a fait quelques petits triathlons. On essayait de faire. À la base, on faisait un triathlon minimum en contre-la-montre par équipe par an. Donc, c'est un triathlon où on est entre 3 et 5 et on fait toute la course ensemble. Ça montre un peu aussi l'esprit qu'on essaie de véhiculer. L'idée, c'est surtout de faire les courses ensemble à plusieurs. C'est aussi pour ça qu'on aime autant le swimrun, le côté binôme. Et maintenant, on en fait de moins en moins. Je pense que les chutes à vélo ont participé à réduire. Mais à part ça, je pense que c'est toi qui as dû en faire le plus. Ouais, c'était un peu quand on commençait. Comme des gens qui avaient dit que c'était les copains de lycée à la base et on faisait tous des sports hors triathlon. On n'en avait jamais vraiment fait et c'était un défi un peu qui nous a regroupé en partie au début. On s'est lancé sur essayer de faire un 73. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. On était nouveau dans le triathlon, donc on ne connaissait pas du tout ce qui était swimrun ou autre sport. Donc, on a commencé naturellement par le triathlon, qui est, je dirais, le sport le plus connu parmi les sports multi-enchaînés. Et donc, à force d'en faire, on découvre un peu d'autres disciplines. Et donc, c'est plus un peu comme ça, de fil en aiguille. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres disciplines qui nous correspondaient mieux ou qu'on préférait. Donc, on est allé vers l'aquathlon. Au bout de 2-3 ans, on s'est plutôt dirigé vers l'aquathlon en mettant un petit peu le triathlon un peu plus de côté. Puis après l'aquathlon, on a trouvé le swimrun et on s'est dit le swimrun c'est quand même mieux, c'est à 2, c'est plus long, il y a le côté nature qui est hyper intéressant. Et donc là, on est allé de plus en plus vers le swimrun et qui sait, là, on a découvert le longe-côte il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'on va encore glisser dans un autre sport niche, on verra. Le longe-côte? Ouais, le longe-côte, ouais. C'est marcher dans l'eau, mais on a le droit de se tirer avec les mains. Et ça ressemble un peu à un mouvement de natation au niveau des mains avec une marche au niveau des
avec les jambes, quoi. Donc, je pense que c'est un sport où on serait peut-être pas C'est un trop sport mauvais qui est à avoir. très répandu chez les retraités, on va dire. Ouais, mais Oui, c'est c'est clair. il y a une semaine, j'étais dans le sud de la France et du côté d'Antibes et j'ai vu quelques personnes d'un certain âge qui s'adonnaient à ce sport et qui étaient coachées par quelqu'un qui était au bord et qui allez Martine, allez Janine, on y va. Donc Exactement. c'est un peu jeune quand même, non? Ouais, mais alors, pour avoir essayé, en vrai, essayer déjà, ça vaut le coup d'essayer parce que, c'est vraiment physique, c'est vraiment cardio, c'est un super complément, je pense. Et en fait, surtout, il y a un effet d'aspiration, mais alors assez incroyable, mais vraiment bien plus élevé qu'à vélo. Quand on est collé derrière quelqu'un d'autre, quand on marche, on est vraiment aspiré, quoi. Et il y a des épreuves où c'est par exemple 1 km, donc 1 km, ça prend à peu près 15 minutes à 4. Et donc, encore une fois, on retrouve le côté équipe qui nous intéresse vraiment. Tu vois, imagine à 4 à marcher dans l'eau, à tourner, à se passer des relais comme ça pendant un quart d'heure. C'est des trucs assez fous. On est vraiment en train de imagine un peu passer ça. sur un podcast longe-côte, là. Non, mais non, on sort du sujet, mais c'est un sport intéressant. C'est un sport intéressant. Tu voulais intervenir, Fergus, peut-être, je crois que je t'ai coupé la parole tout à l'heure. Non, effectivement, mais c'est hyper cool le fait d'avoir d'avoir le sport en lien entre qui est le lien dans une bande de potes. Vous étiez potes du lycée et là, on dit souvent on peut se perdre de vue soit quand on part à l'étranger, soit quand un ou une a un binôme un peu relou dans le couple et ça peut être des raisons de moins se voir. Et là, d'avoir ce dénominateur commun qui est le sport et passer par plein de phases de sport différents, c'est hyper cool et c'est une des valeurs qu'on essaie de mettre en avant aussi avec Hermano dans le podcast et dans l'aventure, c'est-à-dire que le sport est un dénominateur commun qui peut faire sauter beaucoup de barrières, à la fois les amis de le rester et aussi de faire de nouvelles rencontres et de partir sur de nouveaux défis et donc de commencer avec la course à pied, le swimrun, le biathlon, là du longe-côte et c'est hyper appréciable et à la fois sur la partie sportive et aussi sur la partie engagement, soit nutritionnel, soit écologique, de réduire la consommation de viande. Nous, typiquement, au Tilo, on va y aller en train pour moins polluer, réduire l'impact. Donc, c'est assez sympa de voir de quelle manière est-ce que chacun, à son niveau et sans se mettre trop la pression, peut arriver à contribuer à un monde un peu meilleur. Et le sport peut être un super vecteur pour ça. Ouais, tout à fait. Et là où tu pointes un truc vraiment essentiel, comme tu l'as dit, le sport, c'était le lien, je pense, qui nous a tous reliés les uns aux autres et qui fait que même après le lycée et 10 ans après, on est autant solidaires. Et un truc qu'on se rend pas compte, c'est que avec les compétitions, en fait, c'était ça au début parce qu'on était un peu éparpillés qui nous regroupait. Et donc, on connaît tous les galères d'organiser des vacances avec les potes, il faut trouver une date, il faut trouver un lieu, etc. Là, en fait, le sport prenait ça en charge pour nous. On savait qu'il y avait telle compétition qu'on voulait faire. Le lieu était choisi. On n'avait pas à le choisir. La date, on n'avait pas à la choisir. On avait juste à se mettre d'accord sur quand est-ce qu'on arrivait. Et en fait, c'était super. On est allé avec les aquathlons quand on faisait les championnats européens et mondiaux. On est allé en Espagne, on est allé en Slovaquie, en Autriche, à plein d'endroits où nous, on se serait jamais dit 2 fois par an, on va aller s'organiser un voyage, essayer de se mettre d'accord sur une date, un lieu, surtout dans des endroits parfois improbables pour l'aquathlon. Et en fait, c'est génial parce que niveau organisation, c'était d'une facilité. On avait juste à se rendre dispo et voilà, hein, tout était décidé pour nous. Et donc, on fait beaucoup plus de voyages entre potes que si on n'avait pas le sport. Ouais, le corollaire à tout ça, c'est surtout trouver la première compétition qui va déclencher tout ça. Tu as dit quand vous faites les championnats européens ou mondiaux, bon, après vous suivez l'évolution suivant le championnat, mais au début, il faut quand même trouver la première course qui va obtenir l'accord, la validation de tout le monde, non? Ouais, c'est vrai qu'avec l'aquathlon, du coup, là, c'était plus facile parce qu'il y avait, comme tu l'as dit, les 2 championnats qui étaient décidés pour nous. Mais il faut savoir aussi que sur ces championnats, il y a de l'age group, donc c'est aussi ouvert aux amateurs, c'est pas que de l'élite. Et dans ce cas-là, si juste il y a un sport qu'on aime en particulier, c'est pas du duathlon, du cross triathlon, etc. Et on se dit on va faire le circuit international, et tout est quand même décidé pour nous. Puis en plus, le côté groupe est assez cool parce que maintenant ils font en triathlon, ils font beaucoup de multisports. Ce qui fait que nous, on a Pierre, un des tout premiers, celui qui faisait beaucoup de 73 avec Arnaud au début. Lui, c'est un très bon cycliste, coureur, et c'était un moins bon nageur, surtout avant. Maintenant, il s'est amélioré. Et en fait, quand on allait sur ces compétitions-là, Arnaud et moi et Pierre, l'autre Pierre, on faisait des aquathlons, mais lui faisait le duathlon aussi.
par exemple. Et ça permettait de se déplacer sur le même. Un jour, ils nous encourageaient, le lendemain, on l'encourageait, enfin, des choses comme ça. Et finalement, ça permet de contenter tout le monde. Et on a aussi fait quantité de compétitions où le samedi, on faisait un triathlon, on faisait tous le triathlon, un peu courte distance, et le dimanche, on faisait le longue distance, mais en relais. Où moi, je nageais, Pierre faisait le vélo, Arnaud courait, parce que moi, je ne me sentais pas de faire 90 bornes de vélo, mais j'avais envie de partager la course avec les copains. Et ça peut être, ne serait-ce que le relais, ou ça peut être vraiment le bon moyen de se déplacer une première fois sur une compétition et de se rendre compte que c'est vraiment cool. Et puis plus le groupe est gros, mieux c'est en plus, mais ça permet de se rendre compte de l'émulation que ça crée, et ça motive de fou. Moi, je me serais jamais entraîné comme je me suis entraîné s'il n'y avait pas les copains qui s'entraînaient à côté et avec qui j'allais pouvoir aller m'amuser en week-end derrière, quoi. Ouais, puis en plus, avec les années grandissant, donc on dit plus en grandissant, on dit en vieillissant, hein, à partir d'un certain âge, il y a les conjoints et les conjointes qui viennent s'ajouter à tout ça. Donc, si ils ou elles sont sportives, tant mieux, ça fait grandir le groupe. Sinon, ça en fait certaines et certains pour faire la logistique et puis assurer aussi les ravitaux des copains et des copines, non? Oui, carrément. On a eu l'exemple il y a 3-4 semaines. On est allé faire un trail sur 2 jours où il y avait un trail le samedi, un marathon en relais le dimanche, etc. On était quoi, 9, 10 ? Il y avait ma compagne, ma sœur, le mari de ma sœur, il y avait quasiment toute la famille d'Arnaud. Et oui, en fait, parfois, toi, tu fais ta course et puis tu fais le soutien sur la course de l'autre. Et puis, ça crée une espèce de dynamique de groupe où tout le monde est content d'aider tout le monde encourage. Et à la fin, il y a une bonne pizza avec les copains et c'est toujours sympa. Ouais, je comprends mieux cette émulation de la Kebab League. Ah, décidément. Du coup, comment est-ce que vous venez au swimrun? Qui a la première idée de proposer cette idée folle de se lancer sur un swimrun et puis qui s'y met? Alors, je pense qu'il faut remonter un tout petit peu avant ça. La vraie idée folle, c'est Arnaud qui m'envoie un message juste avant le Covid, je crois. Et qui, lui, ça faisait 2 ans qu'il faisait du triathlon. Moi, j'avais quasiment complètement arrêté le sport. Je suis un ancien nageur. Et Arnaud qui me dit, regarde, j'ai trouvé ça. On m'en a parlé parce qu'il avait été en Asie pour les études et il avait discuté avec des gens, fait des aquathlons là-bas et discuté avec quelqu'un qui faisait des aquathlons qui lui avait dit, regarde, il y a des championnats internationaux élite et amateurs. Donc, le fameux age groupe d'âge dont Arnaud parlait tout à l'heure. Et donc, il m'envoie ça, il me dit, regarde, je pense qu'on pourrait être pas trop mauvais, est-ce que ça te dit? Ni une ni deux, moi je dis, bon, c'est une bonne occasion de se remettre un peu au sport. Le Covid passe par là, on a un peu plus de temps, on s'entraîne un peu mieux. Bon, finalement, je crois qu'on n'a pas fait de course en 2020. Enfin, si, on a fait un marathon relais. Mais bon, voilà. Et arrive 2021 et on se déplace sur ces courses-là et on se rend compte que c'est vraiment cool. La dynamique a été créée avec le groupe. Et donc, on s'est lancé vraiment dans ces compétitions-là, donc principalement des aquathlons et des triathlons. Et moi, je connaissais déjà le swimrun. Tout le monde, en fait, on connaissait tous le swimrun dans le groupe, mais on n'avait jamais vraiment abordé le truc. Et en 2022, on se rend compte que les championnats de France de swimrun sont un peu après tous nos objectifs de la saison. Et qu'on est disponible ce week-end-là. Ça a l'air d'être dans un endroit cool. C'était à Saint-Valahougue, sur la presqu'île du Cotentin. Un endroit sublime. Vraiment, l'eau était magnifique. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'essaierait pas? Arnaud me dit, ouais, je pense qu'on peut être compétitif. Pourquoi pas, on essaye. Son frère Pierre était disponible en plus pour venir nous accompagner et faire un peu le soutien, on va dire, la logistique, parce que c'est toujours cool d'avoir quelqu'un, de ne pas être tout seul sur une course. Et on y est allé un peu, on n'y est pas allé les mains dans les poches, c'est pas ce qu'on dit, mais on y est un peu allé en mode on verra bien. Et on a eu la chance, alors on s'est pris une leçon de technique c'était les champions de France en titre qui ont du coup gagné un 2e titre à l'époque, Pierre Massenot et Fabien Besançon. Et ils nous ont donné une bonne leçon, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas trop mauvais. On finit 2e, mais avec pas mal de retard sur eux. Et surtout, en fait, au-delà de on n'est pas trop mauvais, on a adoré, quoi. On s'est pris une raclée et on a adoré. Et là, on s'est dit, OK, il y a peut-être un truc vraiment cool à faire. 2023, on s'y est mis un peu plus sérieusement. Et 2024, on a dit, je crois que ça devient notre sport principal. Et on a mis un peu plus l'aquathlon et tout le reste de côté. Et on est passé un peu plus 100% swimrun à partir de l'an dernier. Ouais. Voilà.
Alors, déjà que le swimrun est un sport relativement récent, mais alors la Kebab League, dans le swimrun, ça a 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est tout récent, mais là, on est vraiment tombé dedans, mais vraiment passionné à fond. Là, cette année, on n'a pas d'aquathlon de prévu et pas de triathlon de prévu non plus. On va vraiment faire que des swimruns, mais on va en faire une grosse dizaine, quoi. Donc, on adore ça et on est à 100% dedans maintenant. Et puis en plus, ce qui est cool, il y a une dizaine de swimruns sur lesquels la Kebab League sera présent, ou individuellement, plus ou moins, vous allez tous vous aligner sur une dizaine de swimruns? alors, au C'est à peu près programme, pareil. nous, on en a au moins une douzaine de prévus, malgré, bon, là, il y a la blessure d'Arnaud qui fait que, je crois qu'il y en avait 15 de prévus à la base cette année. Et ce qui est quand même, d'habitude, on en fait 3, 3 ou 4. Mais là, il y en avait 15 cette année. Bon, avec la blessure d'Arnaud, ça fait qu'on en loupe un petit peu au début, mais bon, ça devrait vite aller mieux. Bah, toi, tu vas peut-être pas être loin des 15. Moi, je pense que, ouais, pour l'instant, je suis sur une lancée pour en faire 15 cette année. On verra si mon corps me le permet. Mais ce qui est cool aussi, c'est que, comme tu dis, c'est très, très récent pour nous. Enfin, finalement, c'est notre 3e année de swimrun, quoi. Mais tous les gars du groupe de la Kebab League quand je dis les gars et les filles, se sont motivés, ont vu à quel point ça nous plaisait. Et dès notre 2e année, donc dès 2023, il y en a plein qui sont venus faire des relais avec nous. Et donc, on a pris goût. On a fait le relais de Côte-Vermeil, qui est vraiment une course magnifique. Et on a remis ça l'année suivante, mais en inscrivant encore plus de monde. Là, cette année, il y a encore du monde d'inscrits. Et en fait, finalement, tout le monde s'y est mis tout de suite parce que tout le monde a vu l'intérêt. Je pense qu'on était tous dans le même mindset de groupe, de faire la course ensemble, de s'amuser, de créer des souvenirs. Alors, il y a le côté compétitif aussi, bien sûr, mais de créer des souvenirs tous ensemble, quoi. Et tout le monde s'est pris au jeu tout de suite. Et maintenant, c'est rare qu'on ne se déplace pas à au moins 4 ou 6, quoi. Super, c'est pas ça. C'est top, c'est top. Peut-être que c'est ce à un moment, on arrivera à faire avec la Christophe Liamas Coaching Team, Fergus. Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas quand on déplacera? Toi, tu es sur Toulouse, moi je suis sur Paris, Christophe est sur Aix. Mais il y a bien un moment où on va se retrouver tous. Moi, ma famille, ils voulaient tous venir, enfin femme et enfants, pour la Suède, mais c'est le jour de la rentrée des classes. Donc, pas de bol, ça ne sera pas là. Ah ouais, ça fait une bonne excuse pour toi pour rater le premier jour de cours, non? C'est clair. les super parents. Bon, après, vu qu'on se déplace en train, c'est pas que le premier jour, hein, c'est, on va dire, la première semaine quasiment. Mais c'est l'occasion de visiter Hambourg ou Berlin. Je suppose que vous faites le double train de nuit. Exact. On a trouvé un. Non, c'est pas le double. J'ai pas trouvé ça. On devait prendre les billets juste après la session d'enregistrement. Donc pourquoi pas, effectivement, il y avait la deuxième partie vers la Suède qui était en train de nuit. Et avant, on avait 2 trains vers Hambourg et Düsseldorf, je crois. Mais s'il y a un double train de nuit, on va se regarder ça. C'est pas le train de nuit pour Berlin et après. Ouais, mais c'est ce que je vais faire avec mon frère. On y va pareil en train. Et donc, l'option, c'est train de nuit jusqu'à Hambourg ou Berlin, passer la journée là-bas et après reprendre le train de nuit pour Stockholm. Donc, je pense peut-être qu'à l'aller, on fera par Berlin et le retour par Hambourg ou quelque chose comme ça. Bon, bah, super. Bon, on va se regarder ça tout à l'heure à Mano. Ça se regarde. Il y a aussi d'autres gars avec qui je vais échanger, qui s'appellent Railway ou Otilo, qui vont aussi en train. Donc finalement, on est pas mal, notamment des Français, à être engagés pour y aller en train, les gars. Ouais, mais ça se fait assez bien quand même. Pour nous, on a de la chance. C'est pour les Américains ou les Tahitiens, c'est un peu plus compliqué. Ouais, après, c'est comme les championnats du monde d'Ironman, hein. Maintenant, s'il y en a en alternance entre la France et Hawaï, c'est peut-être aussi pour faciliter les questions d'accès. Et puis, on l'a vu sur les premiers championnats du monde hommes à Nice il y a 2 ans, il y avait beaucoup plus d'Européens qu'il y en a d'habitude à Hawaï. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Tiens, j'ai un blanc. Fergus, tu avais une question? Ouais, pas mal de questions sur la nutrition, parce que vous en parlez tout à l'heure, comment ça a switché sur un mode un peu moins carné, un peu plus végétarien. Comment est-ce que vous avez, j'imagine bien les motivations, vous pouvez en parler aussi, mais comment est-ce que vous êtes passé à ça? Est-ce qu'il y a eu un suivi nutritionniste ou est-ce que vous êtes allé par étapes? Non, jamais trop de suivi nutritionniste. J'ai jamais été en contact avec une quelconque nutritionniste ou diététicienne. Moi, c'était plutôt, j'ai suivi les pas de mon frère Guillaume, que vous avez eu dans le podcast, qui lui a toujours été un petit peu en
avance sur nous dans la famille et qui un peu nous mettait au courant de ces sujets environnementaux, conditions animales. Et donc, c'est plutôt lui qui nous a, je ne sais pas si convertir c'est le mot, mais en tout cas qui nous a aidé là-dedans. Et au début, il nous a un peu expliqué les sources de protéines lesquelles il fallait prendre. Et donc voilà, moi je lis beaucoup sur Internet. Je me suis énormément renseigné sur Internet, sur les protéines dans la nutrition, mais c'était pas forcément. Je me suis pas renseigné sur comment passer d'un régime omnivore à un régime végétarien. C'était vraiment plutôt la nutrition dans le sport. Ok, il faut des protéines. Où est-ce qu'on trouve des protéines? On en trouve dans les lentilles, dans les haricots, dans les pois chiches, etc. Et donc c'était vraiment plutôt comme ça où je me suis dit ça c'est les aliments que je vais manger. Et pour enlever la viande, du coup au moment où je voulais enlever la viande, c'était pas très difficile parce que j'avais déjà un peu des notions de macronutrition et donc ça allait plutôt bien là-dessus. Donc j'ai pas ressenti de soucis particuliers, au contraire, même plutôt une aisance dans l'après-midi, moins l'envie un peu de faire de sieste, de coups de barre, quelque chose comme ça, et ça m'allait très très bien comme ça. Ouais, moi, je crois que je m'y suis mis un peu plus tard que toi. Et vraiment, ça coïncide un peu avec le retour au sport. Après les études, j'ai arrêté le sport, j'ai monté une boîte, j'ai bu beaucoup de bière, je suis allé beaucoup au resto. Et il y avait une espèce de volonté de dire, vas-y, je vais me remettre au sport, je vais prendre un peu plus soin de moi. Et ça allait à peu près vers cette période-là, vers le moment où il y a eu le Covid en 2020. Et avec ma compagne de l'époque, on s'était dit, on s'est un peu renseigné, on va essayer de prendre soin de nous un peu, on va réduire la viande. Et notre règle qu'on s'était donnée, c'était on n'achète plus de viande, mais quand on mange au resto, on n'est pas sectaire, quoi. Covid, il n'y avait plus le resto. 6 mois plus tard, je me suis rendu compte que j'avais mangé du poisson une fois en 6 mois. Et par contre, je faisais attention, comme disait Arnaud, je m'étais vraiment renseigné pour essayer de faire attention, quoi, et de manger ce qu'il fallait. Et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que ça ne me manquait pas vraiment. Et donc, à partir de là, j'ai dit, quitte à en être là maintenant, autant, plutôt que de remettre de la viande de temps en temps, je vais continuer comme ça. Ça m'arrive exceptionnellement, je suis invité chez des gens et ils ne savent pas, il y a de la viande. Parfois, s'il n'y a pas beaucoup d'accompagnement, j'en mange quand même un petit peu. Je ne suis pas très sectaire, on va dire, mais j'ai tendance à essayer de… ça doit arriver 3-4 fois dans l'année, quoi. Mais et comme disait Arnaud, lui, toi, tu disais un peu d'aisance. Moi, j'ai été surpris et j'en ai parlé après. J'avais pas rien lu là-dessus avant, mais j'en ai parlé après. Et même après, j'ai fini par regarder on m'a dit de regarder le documentaire Game Changers et des choses comme ça. Et j'avais moins de courbatures. J'ai eu l'impression de faire plus de sport et d'avoir moins de courbatures. Mais bon, j'ai aussi réduit un peu la bière, arrêté de manger n'importe comment, fait un peu plus de sport, donc j'étais un peu plus en forme. Donc je pense pas que ça soit le seul facteur. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant et en discutant avec d'autres gens qui étaient devenus soit végétariens, soit véganes, j'ai l'impression que c'est une tendance vers une meilleure. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir les meilleures performances, mais vers une meilleure récupération. Donc voilà. Ok, super intéressant. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, surtout ceux qui font pas de sport, se disent ah oui, mais vous, les sportifs, vous devez manger beaucoup plus de viande, alors que finalement, on se rend compte que de plus en plus, c'est moins le cas. En tout cas, c'est pas vrai. Tu performes pas plus que tu manges de la viande. Il y a d'autres sources de protéines, et c'est pas mal d'avoir cette logique où on partage aussi des expériences, de voir qu'il y a de plus en plus d'athlètes de bon ou de très haut niveau qui surperforment sans avoir d'alimentation omnivore incarnée, quoi. Ouais, moi, je valide carrément ce que vous dites parce que j'avais déjà fait le virage d'une alimentation omnivore à une alimentation sans protéines animales, donc ni viande ni poisson. Alors après, je garde les œufs, le fromage, ces choses-là. On est normand, on ne se réinvente pas. Et j'ai senti tout de suite, dès la première semaine, une meilleure capacité de récupération, moins de fatigue, moins de ballonnement, une meilleure digestion, etc. Et à cette époque-là, je n'avais pas encore arrêté de boire de l'alcool. Et après, quand j'ai switché aussi complètement et que j'ai arrêté de boire de l'alcool pour préparer mon défi, tu sens que tu passes du tout au tout, quoi. Et c'est pas que l'alimentation, c'est aussi une meilleur sommeil, etc. Donc, je valide complètement. Au-delà de véritablement l'aspect environnemental aussi, parce qu'on n'en parle pas toujours, mais il y a aussi tout cet aspect environnemental à manger moins de viande, moins de poissons, ingérer moins de saloperies. Si on prend les poissons qui sont élevés avec quelques antibiotiques, des choses comme ça, quoi.
Alors, j'apporterai quand même une petite nuance, moi, dans tout ça, enfin, je vous rejoins, mais je pourrais pas dire si c'était pas le cas avant quand je mangeais de la viande, parce que je m'entraînais beaucoup, beaucoup moins, mais quand même, je fais de temps en temps des petites carences en fer. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent changer de régime, à quand même prendre ça en compte, surtout pour le swimrun ou le triathlon, où on fait des sports d'endurance qui nécessitent quand même des niveaux de fer bien, quoi. Et donc, ça, c'est assez important, même encore régulièrement, alors que je pense faire attention, ça m'arrive un peu d'être bas en fer. Donc, c'est des choses quand même à faire attention À surveiller, ouais. à ça. Et comment tu checkes ça, justement? Tu fais juste un bilan sanguin? Ouais, bilan sanguin, et maintenant j'arrive à le sentir quand j'ai des fatigues anormales ou que je suis anormalement essoufflé. La première fois que ça m'était arrivé, je faisais rien, je faisais un petit footing de 4 km et le moindre faux plat, j'étais complètement essoufflé alors que j'étais pas en semaine de charge particulièrement intense ou quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal. Et donc, c'est là où j'ai été pour la première fois confronté à une carence en fer. Donc, j'ai commencé à ressentir, à savoir, OK, ça, c'était lié à cet état-là ou de fatigue un peu normale, c'est lié à une carence en fer. Et ça m'est arrivé encore deux, trois fois. Et donc maintenant, j'arrive bien à distinguer, je pense, à arriver un peu à savoir, OK, quand j'ai des fatigues un peu anormales, je vais peut-être me complémenter un peu en fer ou faire attention, prendre des portions de lentilles plus importantes dans lesquelles on trouve du fer. Donc c'est plutôt ça, j'essaie de faire attention, mais voilà, c'est des choses quand même, je pense que c'est la plus grande contrainte que j'ai en tant que végétarien, c'est dans des sports d'endurance où moi je m'entraîne une vingtaine d'heures par semaine, voilà, faut faire attention à la consommation de fer. Pour revenir justement sur le sport, sur la pratique, sur l'entraînement, vous faites quoi comme boulot à côté? Comment vous arrivez à caser vos entraînements? Alors, c'est moins chronophage que le triathlon, je trouve, le swimrun. Ça ne veut pas dire qu'on s'entraîne moins, mais il y a quand même plus de facilité. C'est souvent plus facile. Soit on habite à côté de la mer ou à de la piscine, pour aller nager, pour aller courir, voilà, tu mets tes baskets, tu sors. Le vélo, c'est beaucoup plus long, etc. Donc, c'est quand même un peu moins chronophage, en tout cas logistiquement parlant, que le triathlon. Mais en swimrun, comment vous faites pour réussir à bien vous entraîner et qu'est-ce que vous faites comme boulot à côté pour faire ça? Je pense que le facteur principal qui fait qu'on arrivait à bien s'entraîner, c'était que le sport, comme vous avez un peu pu le voir, c'est notre lien social entre nous. Et donc, on se retrouve, en fait, on se motive à aller faire du sport, on n'a pas de problème parce que c'est notre lien social. En fait, on ne va pas aller au bar entre nous. On ne va pas se dire, allez, on va. Bon, même si ça nous arrive de temps en temps, mais on va dire, c'est pas le mardi soir ou 2 fois par semaine, je vais aller au bar avec les copains. En fait, je vais aller voir les copains et donc on va aller courir et donc on va aller nager. Et donc déjà, ça aide énormément parce que si on prend dans la journée, en fait, on rassemble le temps d'entraînement et le temps de vie sociale. C'est le même. Et donc rien qu'avec ça, on gagne pas mal de temps, quoi. Alors on en perd parce qu'on discute beaucoup plus dans la douche après la piscine que si on était tout seul. Mais en fait, c'est surtout ça. On est très motivé d'aller, je sais pas, s'entraîner 2 fois. En fait, c'est pas une contrainte. Je dois aller m'entraîner 2 fois. C'est non, je vais aller voir mes copains 2 fois. Et ça change. C'est le facteur principal, je pense, qui change tout. C'est vrai que. Et puis, on avait la chance aussi. Alors là, moi, j'ai déménagé, mais en l'occurrence, normalement, on vivait tous à 400 mètres les uns des autres. Dans une ville où on a accès à la forêt allez, on fait 800 mètres de chemin et on est dans la forêt. La piscine est à 5 minutes à vélo. C'était des conditions. Moi, je suis parti maintenant. J'ai déménagé dans le sud de la France, mais quand on avait cet équilibre-là, en fait, Arnaud, il finit sa matinée, il me dit je peux être là je peux passer devant chez toi dans 15 minutes. Bon, il me ramasse. Moi, je savais qu'il allait être là. Hop, on va s'entraîner le midi sur sa pause déj. Hop, l'après-midi, chacun fait ce qu'il a à faire. Le soir, à 18h, on se retrouve à la piscine à 18h30. OK, la piscine est ferme à 20h, c'est très bien. On a calé 2 entraînements, 2 bons entraînements. Et en fait, finalement, ça n'a pas mangé tant de temps que ça sur la journée, parce que sur la pause déj, Arnaud était en 100% télétravail quasiment tout le temps. Il aurait mangé chez lui. À la place, il mangeait devant son ordinateur en travaillant, en rentrant de la course à pied. Et le soir, au lieu de rien faire ou d'aller se balader dehors, on va s'entraîner, raconter des bêtises avec les copains, et puis on est quand même rentré pour dîner. Donc c'est vrai que c'est pas énormément de contraintes. Accessoirement, Arnaud était en 100% télétravail pendant longtemps et
Voilà. Et moi, je suis à mon compte et j'ai bien géré mon temps, on va dire. Voilà. Optimisation. Voilà. On va dire que j'ai bien optimisé, on va dire, quand est-ce que je travaillais et quand est-ce que je travaillais pas. Mais ouais, je travaillais clairement pas un job à temps plein dernièrement. C'est un peu plus le cas depuis que. Je vais remettre ça. C'est un peu plus le cas depuis que j'ai déménagé dans le sud de la France, parce que j'ai repris un nouveau job et c'est plus chronophage. Mais on va dire que le sport est tellement important pour nous. Je ne vais pas dire que le travail ne l'est pas, mais je pense qu'à choisir entre l'un ou l'autre, on a plutôt tendance à tendre vers le sport, pas juste